Bonjour et bienvenue à la Chien-Bio. J'espère que vous allez bien. Pour commencer, je voudrais que vous soyez un petit peu indulgents. Je sais, j'ai pas une figure à passer à la caméra. Je suis pas née avec une caméra dans les mains. Puis je vous jure, ça me demande beaucoup d'efforts de passer devant la caméra, surtout quand c'est ma fille qui est en arrière et qui filme parce que ben, elle me fait rire. Donc, je vous demande d'être un petit peu indulgent. On essaye de s'améliorer au fur et à mesure. Je vous jure que je me pratique beaucoup pour essayer justement là, d'être un petit peu plus naturel, je dirais, devant la caméra, ce qui est tout à fait pas naturel pour moi. Bon, bref, merci à l'avance de votre indulgence, puis on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur et qui me fascine tout autant depuis que je suis toute petite. En fait, c'est le sixième sens ou, comme j'aime le dire, les dons des animaux. OK? Leur super pouvoir. Pour moi, ce sont des super pouvoirs. D'après un célèbre éthologue, Dr. Giroux, il est capable de nous expliquer que les super dons de certains animaux, exemple comme les mouches qui sont capables de goûter les aliments avec leurs pieds, ou les chauves-souris qui sont capables de voir avec leurs oreilles. On est capable d'expliquer ces choses-là scientifiquement. Ou alors le dauphin qui est capable non seulement de scanner et d'avoir comme un genre de GPS dans son cerveau, il est capable aussi de voir ce que ses proies ont mangé. Il est même capable de vous dire si une femme est enceinte ou pas, parce qu'il est capable de voir à l'intérieur de son ventre. Mais toutes ces choses-là, on est capable de l'expliquer scientifiquement. Moi, c'est pas de ces dons-là que je veux vous parler. C'est, vous savez, les autres dons. Les autres dons qu'on a de la misère à comprendre. Les autres dons que on a tous peut-être vécu ou qu'on a tous entendu parler. Tu sais, vous savez, un chien qui retrouve ses parents sur des centaines de kilomètres. On a plusieurs exemples comme ça. On en a des milliers. Vous faites juste taper sur Internet, vous allez en trouver plein. Notamment le cas de Oscar, le chat qui habite aux États-Unis, qui habitait, je devrais dire, parce qu'il est décédé aujourd'hui, dans une résidence pour personnes âgées, et il a pu prédire la mort d'une cinquantaine de personnes sans jamais se tromper. Ou alors le chien Perrault, que lui a retrouvé ses parents sur près de 380 kilomètres. Ou lors du tsunami en 2004 en Thaïlande, le lendemain lorsque les secouristes ont été sur les lieux pour pour secourir les gens tout simplement, mais qu'est-ce qu'ils ont constaté? Quelque chose de vraiment très bizarre, c'est qu'il n'y avait aucun animal, ni mort ni vif. Ils étaient tous partis quelques heures avant le tsunami. Alors moi, c'est ce dont-là que je veux qu'on parle. D'après le docteur Rupert Sheldrake, qui est biologiste à l'université de Cambridge, euh, selon lui, ce sixième sens, ben, il l'a étudié, mais vraiment en profondeur durant des années. Et selon lui, c'est de la télépathie et c'est de la clairvoyance. Les animaux ont un don de clairvoyance et de télépathie. Alors, comment il en est arrivé à ces conclusions? Dans le fond, lui, ce que nous, on trouve de paranormal, lui, il l'explique comme ceci. C'est comme, oui, c'est paranormal du point de vue de, que la science n'est pas encore capable de le prouver avec les instruments de mesure que l'on a, avec notre technologie. Fait que oui, ça paraît paranormal pour nous, mais du point de vue de la nature, selon lui, ces phénomènes sont tout à fait naturels, sont tout à fait normaux et pas du tout paranormaux. Le docteur Sheldrake a étudié plus de 5000 cas justement de clairvoyance ou de télépathie. Il a écrit de nombreux livres à ce sujet. Il a donné de nombreuses conférences. C'est un éminent docteur, un spécialiste qui s'est penché sur ces phénomènes-là. Donc,
Lorsqu'il a étudié tous ces cas, il nous donne un exemple juste même dans la nature, car selon lui, pourquoi les animaux auraient le don de télépathie? C'est tout simplement car ça a été valorisé par l'évolution. C'est une question de survie dans la nature d'avoir le don de télépathie. Il nous donne par exemple des cas qui ont été observés d'animaux qui vivent en meute ou en groupe, comme des loups, et alors que des loups plus âgés allaient à la chasse, d'autres loups plus jeunes ou des femelles avec des bébés restaient au clan et restaient en communication télépathique au cas où, justement, il faudrait aller venir en aide aux femelles qui avaient les bébés à la maison, au clan. Donc, ils étaient capables, on a observé des loups quitter la chasse ou des lionnes quitter la chasse pour aller prêter main forte à leurs congénères qui étaient en danger. Et ça, c'est pas arrivé une fois, c'est arrivé, comme je vous dis, sur des centaines et des centaines de cas qu'il a pu observer. Il a observé aussi des cas, vous savez, des chiens qui pressentent quand leurs parents reviennent. Alors, on pensait depuis toujours que c'est parce que le chien entendait le son du moteur à des kilomètres et qui était capable de reconnaître le son particulier qu'avait la voiture de son parent, ou alors qui était capable par son odorat de sentir quand son parent allait revenir. Mais toutes ces théories sont fausses, sont infondées d'ailleurs. La seule façon qu'on a été capable de prouver, c'est que le chien, il était capable de lire dans la mémoire, dans la pensée de son parent, et c'est pour ça qu'il sait à l'avance quand ils vont rentrer à la maison. C'est très simple, puis il n'a pas étudié juste un cas, il a étudié plusieurs cas, notamment en mettant des caméras, en plaçant des caméras à l'intérieur de la maison et bien sûr en filmant la personne qui quittait, le parent qui devait quitter. Évidemment, pour que ça soit juste et pour que ça soit quantifiable et pour que ça soit fait de façon scientifique, ça a été de façon aléatoire, c'est-à-dire que la personne ne partait pas et ne revenait pas à la même heure et elle ne prenait jamais la même voiture pour justement pouvoir éliminer les causes qui auraient pu entraîner le chien à savoir comment quand son parent rentrait. Alors, on s'est aperçu que c'était à l'instant, parce qu'on voit les deux caméras, on voit très bien qu'à l'instant où le parent pense à rentrer à la maison, le chien se lève et va devant la fenêtre ou la porte patio pour commencer à observer quand est-ce que son parent va arriver. Alors ça, c'est arrivé, comme je vous dis, c'est pas un illuminé, le docteur Sheldrake, c'est quelqu'un qui a vraiment approfondi ses recherches, c'est quelqu'un qui a travaillé fort toute sa vie pour justement comprendre ce phénomène-là. Et la conclusion, c'est la télépathie. Il y a pas, on peut pas arriver à d'autres conclusions parce que il a tellement étudié de cas que trop de coïncidences, à un moment donné, ça crée une évidence. C'est comme on ne peut plus dire ah c'est une coïncidence. Non. Vous avez déjà dû vous aussi observer votre chien ou votre chat des fois qui regarde des choses puis que vous ne voyez pas. Ça nous est tous arrivé d'observer des choses bizarres, des choses que nous on juge paranormales, mais dans le fond, qui est tout à fait normal dans la nature. Comme nous l'explique le docteur Sheldrake, c'est une question de survie pour eux. De toute façon, il y a de plus en plus de scientifiques qui s'intéressent à ces phénomènes-là. Notamment, il y a le docteur en anthropologie, un Canadien du nom de Jérémy Narby, qui a étudié pendant 20 ans la relation qu'entretiennent les chamans avec les animaux et la forêt amazonienne. Il s'est intéressé à cette relation que les chamans ils ont parce que ils ont développé des médicaments, des potions, des poisons qui sont extraordinaires et ils voulaient savoir comment ils avaient fait pour découvrir tous ces médicaments-là. Je parle notamment du curare. Le curare, qui est un poison. Vous savez, là, on voit souvent, là, tu sais, dans les films, là, avec des sarbacanes, là,
il lance des fléchettes là, pour tuer des adversaires ou quand ils sont à la chasse. Bon, ben ça, là, ce poison-là, c'est un paralysant musculaire très puissant que ces chamans-là ont mis au point. Alors, euh, il les a interrogés pour savoir comment vous avez trouvé la recette de ça, dans le fond. Comment c'est possible? Comment vous avez fait? Et les chamans lui ont répondu, mais c'est pas nous. Nous, on n'a rien fait. Nous, on fait juste suivre la recette qu'on nous donne. Mais qui vous donne ça? Qui vous donne ces recettes de tous ces médicaments-là? Parce qu'il n'y a pas juste le curare, il y en a plein d'autres médicaments aussi. Ben, les chamans y répondent, c'est tout simplement les esprits des arbres, la nature, les plantes elles-mêmes, qui nous donnent par télépathie les plantes qu'on doit mélanger ensemble, le dosage, la cuisson, etc., etc. S'il faut qu'on le fasse macérer, c'est ces esprits-là qui nous transmettent par télépathie les recettes. Alors là, il a commencé à s'interroger, mais voyons, c'est un peu bizarre, mais il a voulu aller plus loin. Alors, tu sais, pour trouver justement la recette, il s'est informé c'est quoi exactement la recette du curare. Et ben, il s'est avéré que c'est compliqué de faire ce médicament-là. Pourquoi? Parce qu'il faut mélanger plein de plantes à telle période, de telle façon, il faut le cuire, le faire bouillir de tant de minutes. C'est une recette qui est très complexe. Et dans la forêt amazonienne, où il y a près de 80 000 espèces de plantes, c'est presque impossible que les chamans aient trouvé au hasard les plantes qu'il fallait mélanger pour trouver le bon médicament, le bon dosage pour paralyser une personne. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Il a fait le calcul, le docteur Narby, et ça donnait une chance sur 6 milliards de trouver ce médicament-là. Tu sais, de trouver la recette, de trouver la bonne posologie, le bon dosage. Fait que c'est pratiquement impossible. Et d'ailleurs, c'est pas juste un chaman qui l'a interrogé, il a interrogé des dizaines et des dizaines, et tous lui disent la même chose. Il a vu des choses, il a vécu parmi eux pendant 20 ans, et il est convaincu aujourd'hui, docteur Narby, que c'est par télépathie que ces êtres-là de la forêt lui communiquent donc des visions de comment fabriquer ces poisons-là. Et d'ailleurs, pour faire une petite parenthèse, le curare, nous autres, les Occidentaux, on l'a découvert dans les années environ 1940. Et je vous dirais que c'est un médicament qui a été la base de notre médecine moderne. Et grâce au curare, on a pu vraiment avancer d'un pas de géant au niveau de l'anesthésie. Donc, c'est pas rien, ce médicament-là. C'est quelque chose qui a servi à toute l'humanité. Et pourtant, ce sont des arbres et des plantes qui auraient transmis cette connaissance-là, et pas les chamans en tant que tels. On peut faire aussi le lien avec le docteur Francis Allais. Francis Allais, qui, lui, c'est un dendrologue et un botaniste célèbre, vraiment mondialement. Il a donné moult et moult conférences. C'est vraiment une sommité dans son domaine par rapport à la connaissance des arbres. Et ce qu'il en dit, c'est que les arbres sont beaucoup plus intelligents que les humains. Les arbres sont capables de communiquer entre eux, sont capables de s'entraider même entre eux. Ils sont même capables de faire tomber la pluie par un processus quand même assez complexe de molécules, de germes et de procédés chimiques. Ils sont capables de faire ça, les arbres. Alors, tu sais, je me dis, ces chercheurs-là, ce sont des sommités, ce sont des gens qui sont sérieux, c'est pas des espèces d'illuminés là, qui croient à n'importe quoi. Ils sont sérieux dans leur démarche, ils ont sacrifié leur vie, justement sur ce sujet-là pour essayer d'apporter des réponses. Puis ils en arrivent tous à peu près à la même conclusion.
c'est qu'il y a quelque chose qui se passe et c'est loin d'être paranormal. C'est des choses qui sont tout à fait normales. On peut aussi penser à, il y a de plus en plus de gens qui communiquent avec les animaux, la communication animale. Il y a des gens qui communiquent réellement avec les animaux. Ce sont tous des menteurs. Ces gens-là, il faut pas les prendre au sérieux. Ben non, évidemment que non. Je vous dis pas qu'il y en a pas que c'est des charlatans, un peu comme dans la médiumnité là, pour les humains, mais il y a des gens qui sont sérieux et il y a des gens qui, oui, ils sont capables. Et d'ailleurs, pourquoi ils en seraient pas capables? Étant donné que nous autres aussi, les humains, nous sommes, excusez, nous sommes des êtres de la nature. Alors pourquoi ça serait si utopique de penser que on pourrait pas, nous aussi, communiquer avec ces êtres-là par télépathie? Ça vous est jamais arrivé de penser à quelqu'un et la personne, elle vous appelle? Des choses comme ça, ou de penser à une chanson et la chanson joue à la radio? Dans le fond, j'aimerais qu'on fasse un lien un peu avec la philosophie de la chienbiose. Pourquoi je vous parle de toutes ces choses-là? Vous savez là, que je tiens beaucoup à ma cause, je tiens beaucoup à ce que les gens changent la vision qu'ils ont des chiens et des animaux. Tu sais, je parle du chien, mais dans le fond, tu sais, pour moi, le chien, c'est un animal phare parce que c'est lui qui est le plus proche de l'humain. Mais je parle pour tous les autres animaux, pour tous les autres êtres de la nature. Vous savez que moi, ce que je veux, c'est que on avance, qu'on ouvre nos esprits et qu'on change notre vision par rapport aux chiens, par rapport à l'éducation canine. Je trouve que l'éducation canine, c'est un cours, tu sais, pour devenir éducateur, je vous en avais déjà parlé, c'est à peu près 120 heures où on apprend l'obéissance, le dressage. Mais comprenez-moi bien, après tout ce que je viens de vous parler, après tout ce que on vient de partager ensemble, euh, oubliez pas aussi Grégory Berne, que lui, il a étudié sérieusement les émotions du chien par imagerie médicale, par scan. Il a fait des recherches sérieuses qui ont pris 4-5 ans. Rupert Sheldrake, que je vous ai parlé tout à l'heure, Francis Allais, Jérémy Narby, ce sont des personnes, des docteurs sérieux, OK? Puis, ce que les éducateurs canins qui, qui enseignent l'éducation comme si c'était juste une question d'obéissance. Vous savez qu'est-ce que j'en pense? C'est non, il faut qu'on arrête ça, il faut arrêter les dégâts. C'est comme si je vous disais, ben écoutez, moi je vais donner des cours d'espagnol parce que moi je parle espagnol, je parle 3 mots d'espagnol. Est-ce que vous auriez confiance à ce que je vous donne des cours d'espagnol? Ben pas du tout. Ben un éducateur canin, c'est exactement la même chose, qui se dit un professionnel du chien, alors qu'il y a une grosse partie qui est occultée. Le chien, c'est pas juste des signaux d'apaisement. C'est pas ça, le chien. Les signaux d'apaisement pour un chien, là, c'est à peu près là, 3 mots dans son vocabulaire. Il y a beaucoup plus que ça. Et de l'occulter, de faire semblant qu'on n'a pas ces connaissances-là. Je vous les donne, les connaissances. Tu sais, ce sont des noms sérieux que je vous ai donnés. Faites vos recherches, encouragez vos proches à faire vos recherches. Ouvrons nos esprits. On veut tous vivre dans un monde meilleur et on veut tous que nos enfants et nos petits-enfants vivent dans un monde meilleur. Mais pour cela, il faut s'ouvrir. Il faut qu'on aille, qu'on soit ouvert aux nouvelles connaissances. Il faut qu'on avance. Il faut faire avancer la cause des animaux, faire avancer la cause des chiens. C'est indigne et c'est humiliant pour eux d'être juste comme des robots qui doivent obéir. C'est comme un chien qui fait des cours de dressage. C'est indigne pour sa personne. C'est humiliant pour lui parce qu'il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. C'est un peu comme si je vous disais, il y a un docteur, quelqu'un qui a, je sais pas moi, qui est très brillant, qui est à l'université, et puis ce que vous lui faites faire à journée longue, c'est de s'asseoir et de faire du coloriage là, de maternelle. C'est très réducteur. Mais le chien, c'est la même chose.
Fait que à la place, tu sais, justement, là, de vous concentrer sur sur de l'éducation, de dressage, mais s'il vous plaît, ouvrez vos esprits. Ouvrez vos esprits, ouvrez votre cœur. Soyez plus attentifs. Observez-les comme ils vous observent. Le chien, il vous connaît par cœur. Faites la même chose et vous verrez que la communication animale, c'est pas juste pour des médiums. La communication animale, je pense que tout le monde pourrait communiquer avec ces animaux. Mais il faudrait d'abord commencer par s'ouvrir, puis commencer justement à accepter que c'est les chiens et tous les animaux ont un sixième sens. Alors, j'espère que ça vous aura plu. Je pourrais parler de ce sujet-là pendant des heures tellement que ça me passionne. Fait que j'aimerais ça que vous mettiez en commentaire si ça vous est déjà arrivé des choses bizarres qui est avec votre chien, votre chat, votre oiseau, peu importe. On aimerait bien les lire. Donc, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.